Les éléments se plaignaient souvent du fait de n'avoir pas avoir reçu soit la totalité, ou bien soit qu'ils se plaignaient de ce que cette somme de ces perdièmes-là de 40 000 francs euh, en fait, était en deçà de ce qui nous était alloué. Il y avait de la grogne dans nos rangs et qui conduisait à des fois des réunions, formations, donc nos responsables confirmaient que c'est cette somme-là qu'ils avaient reçue éviter les palabres dans notre sein. Et c'est suite à ces mouvements de grogne-là, on arrivait à avoir le fin mot. La somme véritable nous était allouée et de qui est-ce que d'où est-ce que provenait aussi. Ces points-là que vous nous dites, qui avait fait le point? Lorsqu'il y avait ces gens de rassemblement, Moussa Zegen était là, avec à ses côtés le général Jeff Fada qui était notre chef d'état-major, un commandant d'escadron. Revenons à la question des bases de votre cantonnement à l'Institut Marie-Thérèse. Vous nous avez mentionné le colonel Sacco. Est-ce que vous l'avez vu à ce cantonnement pendant que vous étiez basé là-bas? Et le colonel Sacco s'est rendu deux fois à la base, souvent pour s'assurer notre bien-être, souvent aussi lorsqu'il recevait des échos de certains comportements disciplinés, il venait pour nous rappeler à l'ordre, tout ça. Et vous nous avez dit tout à l'heure que Jeff Fada s'adressait au colonel Sacco lorsqu'il y avait certains besoins. Cette relation avec l'armée, avec le colonel Sacco, combien de temps est-ce que ça a duré? Cette relation a duré jusqu'en 2006, parce que après, à partir de 2006, on a dû faire profil bas. Donc, ils étaient toujours en contact, mais nos relations avec le pouvoir étaient devenues officieuses. Donc, les cantonnements se faisaient encore plus discrets, bien qu'il y avait des cantonnements. Mais les relations, on avait perdu certains privilèges, comme les perdièmes, et aussi le fait de pouvoir aller se soigner gratuitement à l'hôpital militaire, et aussi de pouvoir prendre le transport public. Est-ce que j'ai bien compris que vous nous dites que vous avez perdu ces privilèges? Oui, parce que, on a dit à un moment donné, la presse de l'opposition, la presse internationale, parlait beaucoup des agissements du GPP, de ses liens avec le pouvoir. On a demandé de faire profil bas. On a été délocalisé à une autre base qui était un peu plus écartée, loin de la ville, parce qu'à Djamé, c'était quand même un centre commercial plein milieu de la ville. Et ça attirait beaucoup l'attention. Et délocalisé. En fait, est-ce que la population à Djamé savait que vous étiez cantonné? Oui, la population savait.
est-ce qu'il y avait des réactions de la part de la population par rapport à votre présence à ce cantonnement? Oui, ben, d'abord, il faut dire que Adjamé était régi par un maire qui était du parti de l'opposition, donc qui était hostile à notre cantonnement. Et la population, il y avait une frange de la population, bien entendu, qui était d'accord, mais une certaine frange aussi qui n'était pas d'accord avec notre cantonnement, et notre présence en ces lieux. Il y avait aussi certaines exactions de notre part, soit certains éléments qui prenaient les transports privés, qu'on appelait communément les BACA, lorsqu'ils arrivaient à Djamé, ils refusaient de payer parce que le conducteur leur demandait de payer le titre de transport. Il lui disait de le suivre à sa base, il allait arriver là-bas, il allait le payer, il refusait. Bon, ce genre de comportement-là, qui allait manger en dehors du camp, refusait de payer. Donc, bien entendu, il y avait des dissensions avec de la population. Il y a eu aussi même des affrontements avec les transporteurs. Et donc, qui vous a demandé de garder un profil bas, un bas profil, vous avez dit? C'est nos responsables qui étaient Jeff et Tegen, qui avaient dit que la décision venait du gouvernement, des pouvoirs politiques, de la communauté internationale, comme il a dit, la presse, si faisait un cas de l'impunité lors des certaines actions du GPP, que je prenais de ce que nous étions soutenus par le pouvoir. Et donc, il y a certains agissements qui pouvaient soit incriminer ou gêner politiquement le pouvoir. Donc, il fallait qu'on fasse profil bas. Alors, l'Institut Marie-Thérèse, combien de temps est-ce que vous étiez cantonné là? Je dis pas les 2 ans, on fait pas les 2 ans, parce que 2 ans. C'est localisé par le chef d'état-major, le général Philippe Mangou. Il nous a délocalisé à Yopougon, à Zito. Et où exactement à Yopougon, à Zito? À Zito. À Yopougon, à Zito, c'était Agito, c'est un village ébrié. Bon, le cantonnement était non loin de Ragui. Et à Azito même, où exactement? La zone était, quand nous sommes arrivés, la zone était quand même un peu marécageuse. En fait, les travaux, nous avons réquisitionné les dragues parce qu'il y avait des dragues de sable. Une société privée qui faisait le commerce de sable. Donc, nous avons réquisitionné ces dragues-là pour pouvoir remblayer et là que nous sommes cantonnés. C'était, bon, là-bas, c'était un cantonnement à l'air libre, il n'y avait pas de clôture et tout ça. Est-ce que ce terrain appartenait à quelqu'un? Lorsqu'on a été délocalisé, le chef d'état-major des armées, le général Philippe Mangou, nous a dit que ce terrain, il fallait qu'on aille là-bas parce que ce terrain était à lui. Et là-bas, au moins, nous étions dans les mains de ses parents, puisque lui aussi est oublié. Donc, ce serait mieux que nous soyons là-bas et retirer de la ville. Ce serait plus
pour prier pour nous. Et donc, une fois que vous étiez cantonné à Azito, quel genre d'activité est-ce que vous aviez mené? On a eu des fouilles dans certaines mosquées, dans certains domiciles, des perquisitions, comme on a dit. Certaines mosquées, 2027, si, à la mosquée de la Cité Verte aussi. Commençons avec ces perquisitions, il s'agissait de quoi exactement? Quel genre d'instructions avez-vous reçues? On recevait des instructions selon lesquelles ces endroits-là pouvaient être d'éventuels caches d'armes. Les rebelles avaient fait entrer des armes à Abidjan, que ces lieux-là pourraient éventuellement être des lieux de cache d'armes. Donc il fallait fouiller, s'assurer de ce qu'il en était vraiment. Cette instruction, elle venait de qui? Elle venait des Zegen, de Jeff. Est-ce que vous savez si Zegen et Jeff avaient reçu cette instruction de quelqu'un? Ces instructions venaient, comme on dit, du pouvoir en place, on dit, puisque c'était dans le but d'assurer la sécurité et de l'État et des populations. Parce que s'il y avait vraiment lieu à trouver des armes, c'était une menace de la sécurité nationale. Donc, c'est dans ce cadre-là. Vous avez mentionné deux mosquées, Terminus 27 et Oui, Cité la mosquée de Verte. Terminus 27 et puis la mosquée de la Cité Verte. Durant ces perquisitions, est-ce que vous avez trouvé des armes? Non, nous n'avons pas trouvé. À votre cantonnement à Azito, comment est-ce que vous étiez organisé? À Zito, on était organisé de la même manière que lorsqu'on était à Djamé. Il y avait le commandement du camp, il y avait le général Jeff qui était le chef d'état-major. Il y avait son officier permanent, qui était toujours sur place dans le cantonnement. Et il y avait les tendances, aussi le commandement des escadrons. Nous avions 4 escadrons, 200 éléments chacun. J'aimerais juste que vous nous clarifiez un terme. Quand vous dites cantonnement, est-ce que vous voulez dire que vous viviez sur ce terrain? Oui. Et vous avez dit 4 escadrons de 100? 200. 200 éléments. Oui, il y avait d'autres éléments dans d'autres communes. D'abord, les éléments du cantonnement n'étaient pas tous, ne vivaient pas tous cela. Il y avait souvent des permissions. On a des éléments aussi qui étaient externes, mais qui, lorsque besoin se faisait, qui étaient au Belleville. Le cantonnement est dirigé par Jean Chang. Son nom Egny Jean-Claude. C'est le cantonnement d'un autre groupement du GPP qui était le GCLCI, groupement commando pour la libération de la Côte d'Ivoire. Your Honours, can we please know what... Maître Hochet, pourrions-nous, s'il vous plaît,
savoir exactement du moment dont on parle, avoir un cadre temporel. Le président, allez-y, monsieur Deméjian. Alors commençons avec le groupe de Chang, que vous disiez était à Bobo-Belleville. Durant quelle période était-il cantonné à Bobo-Belleville? À partir de 2005. Et pour combien de temps? Pour quelle période de temps? Le cantonnement de Chang est je pense que qu'en 2007. 2007, les éléments se sont un peu dispersés. Il y a certains qui ont rejoint le camp de Yopougon-Sable, d'autres aussi par le cadre de leurs activités qui étaient un peu dispersées. Certains sont rentrés à l'intérieur du pays. Il y avait différents commandements. Après, lorsque nous avons quitté Marie-Thérèse, il y avait différents commandements. Les différents commandants, d'autres ont créé des sections. Et au niveau de Cocody, par exemple, c'était Ouachak Kidjebo qui gérait la section de Cocody, parce qu'on le remplace par Dimi Willy. Et il y a Nyama aussi qui était dirigé par Pronto. Bateau-Bouli était à Port-Boué. Donc il y a eu différents commandements dans les différentes communes. Alors, on va y prendre un par un pour bien comprendre la période de temps et les individus que vous avez mentionnés. Premier, Chang, vous avez mentionné que c'était Jean-Claude Henny. Est-ce que vous pouvez épeler le nom de famille? Henny, c'est E-G-N-Y. Ensuite, vous avez mentionné le GCLCI. Est-ce que ça, c'est un groupe différent de celui de Chang? Le GCLCI, c'était présidé par Eugène Doué, mais c'est Chang qui était chef camp militaire du GCLCI. Et ce groupe a été créé quand et a existé combien de temps? Le GCLCI a été créé après que nous sommes délocalisés de Adjamé. Le GCLCI. Les anciens éléments ont créé des nouvelles sections dans les nouveaux cantonnements, dont Chang, qui était le commandement du GCLCI, qui était basé à Bobo. Et différents commandements en fonction des possibilités de ceux qui étaient à la tête. Ils avaient des soutiens financiers aussi. Et il y avait des éléments aussi qui leur étaient soumis, qui organisaient ces cantonnements-là, procédaient aussi à de nouveaux recrutements. Vous avez dit que le GCLCI était présidé par Eugène Juet. Pouvez-vous expliquer pour la Chambre qui est Eugène Juet et quel était son rôle vis-à-vis le GCLCI? Eugène Juet était membre de la classe. Il avait des liens particuliers avec Chang. Ils sont organisés afin de pouvoir, c'est arrivé un moment, on avait mis cette stratégie-là de pouvoir être présent dans chaque commune à Abidjan pour pouvoir faire d'éventuels conflits par la rébellion devait arriver à Abidjan. Il fallait qu'on ait des bases déjà opérationnelles dans chaque commune. Voilà. C'est cette optique-là, il y a différents commandements. Et dans ces... Vous avez mentionné Ouachar Kidjebo. Je ne sais pas si son nom a été capté. Est-ce que vous pouvez l'épeler, s'il vous plaît? Ouachar. Ah non, pardon, c'est là. Alors, il a commandé la section à Cocody.
Durant quelle période, quelles années à peu près? Ouattara était à Cocody depuis, c'est comme on a dit, les différents commandements étaient créés après 2005. 2005. Puisque, il faut dire que lorsque nous étions à Djamé, nous étions en cantonnement tous ensemble, mais chacun venait d'une commune bien déterminée. C'est ce qui a valu de créer le commandement en fonction des lieux de résidence familiale des différents membres. Et Ouattara Kodjibo, qui vient de Cocody, du village de Blocos, a créé son. Et peut-être juste avant la pause, une dernière question. Ouattara Kodjibo, c'était qui? Quel était son rôle avant de créer cette unité? Ouattara était là, il était dans la galaxie patriotique aussi. Et bon, il a aimé aussi un commandant GPP. Et donc tous ces différents groupes que vous nous décrivez maintenant, est-ce qu'ils faisaient tous partie du GPP? Oui, oui. Your Honors, would this be an appropriate time? Monsieur de Médios, pensez-vous que nous pourrions faire la pause? Le président, oui. Monsieur le témoin, nous allons faire la pause, une pause d'une demi-heure. Vous pourrez vous reposer. Et donc nous reprendrons à 11h30.